Alors, on en était resté la fois passée à un théorème important qui est clé d'ailleurs en statistique inférentielle asymptotique, qui s'appelle le théorème de la limite centrale, qui nous dit que quand on a des variables IID, donc indépendantes et identiquement distribuées, la moyenne empirique est un bon moyen d'approcher l'espérance, c'est-à-dire la moyenne théorique, et même mieux que ça, on peut contrôler à peu près à quelle distance la moyenne empirique se rapproche de la moyenne théorique, et ça se fait par ce théorème de la limite centrale qui nous dit que pour n tendant vers l'infini, ça a tendance à se comporter comme une loi normale, en fait, la moyenne empirique. Alors ça, bien sûr, c'est sous l'hypothèse que une variance pour chacun des xi existe, une variance sous le moment d'ordre 2. Donc, on avait proposé deux formes qui sont totalement identiques, puisqu'il suffit de passer le racine, la variance de x1 de l'autre côté, dans la première version, pour obtenir la deuxième. Or, une loi gaussienne, quand on la multiplie par une constante, c'est une constante fois au carré, cette constante fois au carré, la loi gaussienne initiale. Donc, je me suis mal exprimé. Lorsqu'on prend une loi normale de moyenne m et de variance sigma 2, si je multiplie cette loi normale de moyenne m et de variance sigma 2, j'obtiens une loi normale de moyenne la constante fois m et la constante au carré fois sigma 2. Ce qui fait que si vous divisez ici le premier terme par racine de variance, de l'autre côté, vous allez avoir variance de x1 divisé par racine de variance de x1 au carré, donc vous tombez sur 1. Donc vous avez exactement équivalence entre les deux écritures. Alors, on a vu lors du dernier cours que ces écritures du théorème de la limite centrale, lorsqu'on considère que n est grand, on pose un peu de question, qu'est-ce que ça veut dire n est grand? En général, ça peut être une vingtaine, trentaine, ça peut dépendre des cas. On en déduit des intervalles de fluctuation asymptotiques. Asymptotiques, ça veut dire qu'a priori, ils sont valables lorsque n est grand. Alors, ça serait en toute légitimité mathématique lorsque n est infini. Mais nous, on va dire que c'est à peu près valable quand même dès que n est grand. Donc, on peut dire que la moyenne empirique, elle est incluse dans un intervalle qui se définit à partir de l'espérance, vous avez l'espérance de x1, et de la variance. Donc, elle va être là-dedans avec une probabilité 1 moins alpha, où alpha est compris entre 0 et 1, et en général, alpha, c'est plutôt 5%, donc 0,05, et vous avez souvent des intervalles de confiance à 95%, mais pas seulement. Dans cette formule, vous avez ici quantile d'ordre 1 moins alpha sur 2 qui intervient. Et ce quantile, suivant les cas, lorsque vous prenez par exemple alpha qui vaut 10%, c'est-à-dire 0,1, vous avez donc à regarder le quantile à 0,95 et ça vaut à peu près 1,645. Si vous prenez alpha qui vaut 5%, c'est-à-dire 0,05, vous regardez le quantile à 0,975 et ça vaut à peu près 1,96. Et enfin, si vous prenez alpha égale 1%, c'est-à-dire 0,01, vous regardez ce dernier quantile à 0,995 et ça vaut à peu près 2,576. Voilà, donc les deux premiers surtout sont à retenir, le troisième un peu moins, mais ça vous permet de voir entre quoi et quoi appartient la moyenne empirique lorsque n devient grand. Donc, on note aussi un racine de n au dénominateur qui est important parce qu'on voit que lorsque n devient de plus en plus grand, l'intervalle se rétrécit. Ok. Alors, on va donc aborder le dernier chapitre. Ça, c'était des intervalles de fluctuation. Donc, ça nous dit dans quel intervalle, en gros, appartient la moyenne empirique. Maintenant, on va se poser une autre question.
c'est que l'espérance et la variance, quand vous avez un échantillon, eh bien, ça n'est pas forcément connu à l'avance. Et donc, on peut essayer de les estimer à partir de la famille X1, Xn. Et ça, c'est une démarche qu'on va généraliser. Donc, c'est une démarche d'estimation. Et on va ainsi, d'une manière générale, définir ce qu'est un estimateur. Donc, quand vous prenez une famille de variables aléatoires définies sur le même espace de Froba, alors là, ici, on n'a pas à spécifier que ce sont des variables indépendantes et distribuées. Elles sont quelconques, a priori, mais enfin, des variables aléatoires quand même, toutes définies sur le même espace. Alors, on va dire qu'un estimateur, θ chapeau, c'est souvent la notation utilisée, d'un vecteur θ qui est inconnu. A priori, ce θ, il est inconnu. Hein. Donc, ça pourrait être, par exemple, l'espérance qui appartient à RD. C'est une fonction continue par morceau de x1, xn et qui ne dépend pas de θ. Donc, un estimateur, c'est juste une fonction de x1, xn. Alors, cette fonction, plus généralement, on pourrait dire c'est une fonction mesurable. Ici, nous, on va se limiter à une fonction continue par morceau. Alors, la première chose qu'on peut déduire, c'est que d'abord, un estimateur, c'est une variable aléatoire. Bon. Alors, d'accord, donc on en reste à un cadre de probabilité. Vous avez des variables aléatoires, mais finalement, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce qu'en statistique, souvent, on a des données. On avait commencé par ça. On a des données. D'ailleurs, vous le verrez dans des exercices de la feuille 6, hein, notamment celui sur les lapins. Vous verrez qu'il y a des données à nouveau. Et comment relier les données avec comment relier les données avec des variables aléatoires? Eh bien, on va voir ça de suite. Donc, si jamais on suppose que vous avez x1, xn qui est observé, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein, vous avez, par exemple, c'est le cas de ces 11 lapins de l'exercice 6, je crois, vous avez mesuré leur taux d'acide urique et puis donc, voilà, c'est observé. Vous avez 11 valeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, eh bien, X1, vous avez fixé un petit oméga. Vous avez choisi un moment, voilà, une réalisation de la variable X1, hein, qui serait par exemple le taux d'acide urique, en prenant ce taux tel jour. Donc, vous allez fixer, parce qu'une fois que vous avez pris un petit oméga, X1 de petit oméga, c'est un réel. Donc, vous avez bien maintenant des données. Initialement, on avait des variables aléatoires, c'est-à-dire des fonctions. Maintenant, vous avez des données. Et donc, les X1, Xn, qui forment un vecteur de Rn, c'est donc connu. Et puisque ces variables aléatoires ont été fixées en les prenant en petit oméga, eh bien c'est aussi le cas de θ chapeau. Θ chapeau est une fonction de X1 et de Xn. Hein. Si vous avez fixé petit oméga, vous allez avoir la valeur de θ chapeau de petit oméga. Alors, c'est encore un petit peu obscur sans doute. Je fais un exemple. Si jamais vous prenez des variables ID qui suivent une loi bernoulli de paramètre P, hein, c'est typiquement le cas des sondages, on l'a déjà évoqué, hein, eh bien, on peut prendre comme estimateur la moyenne empirique. Alors, la moyenne empirique, c'est bien une fonction des xi. C'est 1 sur n, la somme des xi. Donc, c'est une fonction qui, d'ailleurs, est continue, c'est une application linéaire, c'est une fonction toute gentille, des xi. Donc, vous voyez, quand j'évoque le fait qu'un estimateur, c'est une fonction, là, on a un exemple précis, c'est celui de la moyenne empirique. Et ça va être un estimateur de P qui est un vecteur inconnu. Et là, pour le coup, d'ailleurs, P, c'est aussi l'espérance. Alors, sachez qu'un estimateur, ça n'estime pas forcément que l'espérance. Ça peut aussi estimer d'autres choses, d'autres paramètres. Puis vous verrez plus tard que ce n'est pas simplement même des paramètres. Mais pour l'instant, on en reste à estimer des paramètres, même par exemple un paramètre réel, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Eh bien, ici, c'est un cas où vous avez une estimation d'un paramètre qui est l'espérance. Et alors,
Pourquoi la moyenne empirique, ça va estimer ça? Parce qu'on le sait, a priori, la moyenne empirique, c'est assez proche, lorsque n est grand, de la moyenne théorique. Et donc, si jamais cette moyenne théorique, c'est le cas ici, c'est P, eh bien, la moyenne empirique va être proche de P. Et donc, ça va être un estimateur. Alors, je vois qu'il y a une petite chose qui est peut-être fausse, et c'est le cas dans le slide. Merci de me l'avoir fait remarquer. Dans la deuxième board de l'intervalle de confiance, il y a un plus. Hein. Ce n'est pas un moins, c'est un plus. Merci, c'est un copier-coller. Donc, estimateur, qui dit estimateur, dit volonté d'estimer. Estimer, c'est donc avoir une idée d'une constante, de la valeur d'une constante. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est que θ chapeau, ça se rapproche de θ. Ça estime, en fait, on veut que ça estime, donc on veut que ce soit proche de la vraie valeur qui est inconnue, mais en ayant utilisé un échantillon, c'est-à-dire x1, x2, xn, qui sont pris, par exemple, en une valeur petit oméga, vous allez pouvoir peut-être trouver quelque chose qui estime de votre paramètre θ. Alors, on peut pour ça donner une définition. La définition est la suivante, c'est qu'un estimateur, pour une famille de variables aléatoires, définition de même espace de probabilité, un estimateur sera dit convergent lorsque θ chapeau tend en probabilité vers θ. Alors, j'ai mis cette définition avec un θ qui appartient à RD. Une nouvelle fois, ici, vous allez prendre D égale 1. Alors, cette définition sera valable, mais il faudrait définir ce qu'est la convergence en probabilité pour des vecteurs, ce qu'on n'a pas fait nous. Donc, j'ai mis la forme générale de cette définition d'un estimateur convergent, mais vous ne vous cassez pas les pieds. On prend un vecteur réel. Et donc, la convergence en proba, on a bien défini ce que ça voulait dire, la convergence en proba, pour une suite de variables réelles, une suite de variables aléatoires réelles, valeur dans R. Alors, ici, d'ailleurs, θ chapeau, j'aurais pu rajouter un petit n pour l'indicer par rapport à n, parce qu'on a quelque chose lorsque n tend vers l'infini. Bon, alors, par exemple, si on reste à nos histoires de variables de Bernoulli de paramètres T, P, elles sont toutes de même loi et elles sont indépendantes et identiquement distribuées. Donc, on a dit que xn bar, qu'on pourrait appeler Pn chapeau, c'est un estimateur. Mais c'est un estimateur convergent. Pourquoi? Ça, c'est grâce à la loi des grands nombres. On sait que xn bar tend vers l'espérance, la moyenne empirique tend vers la moyenne théorique du moment que vous avez des variables IID et que l'espérance existe. Et donc, on en déduit que Pn chapeau ou xn bar est un estimateur convergent de P. Donc, ça veut dire que si vous voulez estimer, par exemple, le pourcentage de vote pour un candidat à une élection, si vous avez juste 2 personnes, vous pouvez interroger plein de gens, 100 personnes, 1000 personnes, et vous aurez un peu une idée du pourcentage qu'obtiendra dans la population générale, le pourcentage de vote qu'obtiendra dans la population générale ce candidat, parce que ça se rapproche. Donc, ce pourcentage qui était inconnu, a priori, parce que vous n'allez pas demander à tous les Français, chaque fois que vous faites une enquête, vous ne demandez pas à tous les Français, ou tous les habitants d'un pays, ou, en tout cas, en général, vous vous contentez de prendre qu'une petite partie des gens. Eh bien, en ayant demandé à une petite partie des gens, vous êtes capable de vous approcher de la valeur qui serait obtenue si on interrogeait tout le monde. Alors, ici, on l'a fait pour des lois Bernoulli de paramètre P. Plus généralement, xn bar, c'est un estimateur convergent de l'espérance de x1 pour des variables IID lorsque cette espérance existe. Alors, on va passer à une notion qui ressemblera à celle d'intervalle de confiance, d'influctuation qu'on a vu précédemment, mais qui n'a pas vraiment le même objet.
Et vous avez pu peut-être un petit peu voir en terminale déjà cette notion, c'est cette notion d'intervalle de confiance. Donc, en fait, savoir qu'un estimateur se rapproche, c'est bien, mais ce qu'en fait, on voudrait savoir à peu près avec quelle précision on s'est approché de ce qu'on voudrait estimer. Et c'est le but de ce que va être un intervalle de confiance. Alors, pourquoi finalement on donne un intervalle et pourquoi on ne dit pas eh bien, on est proche à 10-2 près, par exemple, de la valeur? Eh bien, parce qu'il y a de l'aléa. Et donc, on ne va pas pouvoir donner quelque chose de sûr. Parce que, imaginez, vous faites un sondage sur 1000 personnes, coup de malchance, vous êtes tombé sur 1000 personnes très particulières qui vont voter pour le parti de la lévitation ou je ne sais quoi. Bon, voilà, coup de malchance, c'est possible. Il y a un aléa qui va être très très faible, la chance que ça advienne. Mais en tout cas, vous allez tomber sur un échantillon qui serait, par exemple, pas du tout représentatif de ce que donnerait la population totale. Et donc, vous risquez, si vous dites je suis sûr que ce que me donneront ces 1000 personnes-là, ça va être une précision 10-2 ou 10-1 du vrai vote pour tel candidat, vous risquez de vous tromper. Il y a de l'aléa. Et il y a des cas où on peut totalement le juguler, mais en général, on ne jugule pas totalement. Et donc, ce qu'on doit pouvoir faire, ce n'est pas donner une précision déterministe, mais une précision aléatoire. Et c'est pour ça qu'on parlera d'intervalle de confiance, dont je vous donne la définition de suite. Donc, on va prendre une famille de variables aléatoires définies sur le même espace de proba. On va prendre un estimateur, et alors on va fixer un alpha. Donc là, dans tout ce que je vais faire, il y a un alpha qui intervient, compris entre 0 et 1, qui ressemble à celui qu'on avait pour les intervalles de fluctuation. C'est en gros une probabilité. Donc, on va donner un intervalle de confiance de niveau 1 moins alpha. Alors, vous pourriez vous dire pourquoi est-ce qu'on fait 1 moins alpha et pas alpha. Ça, c'est des conventions de statisticiens. En général, le alpha, ça sera plutôt le risque. Donc, quand vous faire des tests, quand vous ferez des tests en deuxième année et en troisième année, vous verrez qu'on peut parler du risque de première espèce. Et donc, alpha, ça sera la notation utilisée pour le risque. Et donc, le niveau de confiance, ça sera 1 moins le risque, parce qu'on veut plutôt avoir confiance. C'est-à-dire avoir une probabilité importante d'être dans le bon intervalle. Alors, grossièrement, j'ai mis alpha en général, mais retenez bien, et je vais le réécrire après, que c'est en général 5% qui est choisi pour alpha, donc 0,05, et donc on fera des intervalles de confiance de niveau 95%. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un intervalle de confiance, ce sont deux variables aléatoires. Alors ici, je les ai indicées par 1 moins alpha, pour bien dire qu'elles dépendent de alpha. Si jamais vous prenez un alpha, deux alphas différents, vous n'aurez pas forcément les mêmes grand A et grand B. Donc, il faut les faire dépendre de alpha. Donc, les alphas sont des variables aléatoires définies toujours sur le même espace de proba, qui sont des fonctions de x1, xn. Donc, comme les estimateurs, les estimateurs, on avait dit, ce sont des fonctions de x1, xn, eh bien, c'est pareil pour ces bornes de l'intervalle de confiance. Et donc, en plus, on va demander à ce qu'elles ne dépendent pas de θ. Donc, c'est un peu normal. On veut faire un intervalle de confiance sur θ qu'on ne connaît pas. Donc, on ne va pas utiliser les bornes de l'intervalle qui dépendront de θ. Ça n'a pas de sens. Sinon, on tourne en rond et on n'est pas capable de dire dans quel intervalle appartient θ. Et alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle de confiance ? Vous voyez, c'est un intervalle avec deux bornes qui sont aléatoires. Donc, finalement, c'est un intervalle aléatoire. Voilà, c'est un intervalle de R qui est aléatoire. Et donc, vous pouvez définir la proba que θ appartienne à cet intervalle aléatoire. Ça a du sens, puisque θ, lui, c'est un réel, mais l'intervalle, lui, il est aléatoire. Donc, ça revient d'ailleurs à écrire la probabilité que θ, qui est donc un réel inconnu, soit compris entre A et B. Eh bien, on dira que c'est un intervalle de confiance de niveau 1 moins alpha si cette proba d'être dans l'intervalle,
elle est plus grande ou égale à 1 moins alpha. Voilà. Donc, on voudra trouver A et B pour que ce soit vrai. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en général, on prend alpha égale 0,05, c'est presque une norme, 5%, et on cherche les intervalles de confiance à 95%. Alors, c'est presque une norme, mais évidemment, si vous voulez construire une centrale nucléaire, bon, il y a un peu d'aléa dedans, vous n'allez pas prendre des risques de niveau 5%. Pareillement pour un avion, vous voulez des risques beaucoup plus faibles. Et donc, on ne prendra pas dans ces cas-là des intervalles de confiance à 95%. Ce sera plutôt à 99,9999%. Voilà. Pareil, si vous voulez construire une digue pour une rivière, vous ne pouvez pas la faire de 300 mètres de haut, auquel cas il n'y aurait jamais aucun risque. Mais vous voulez quand même un intervalle de confiance pour disons, la taille, pour qu'il n'y ait pas, par exemple, de crue. Voilà. Vous voulez à 99% de chance de ne pas avoir de crue, par exemple. Alors, comment fait-on pour obtenir des intervalles de confiance? Et nous, on va ici se limiter à la question de l'espérance. Donc, l'espérance, on va supposer qu'elle est inconnue. Et on veut essayer de donner un intervalle de confiance. Alors, c'est typiquement, ayez en tête le cas de ces Bernoulli de paramètres P, l'espérance c'est P. Donc, on voudrait avoir une idée de ce que vaut P quand on a eu des réalisations de X1, Xn. C'est-à-dire, par exemple, qu'on a mesuré X1 de petit oméga, X2 de petit oméga, Xn de petit oméga, ce qui correspond d'ailleurs au vote des N personnes, aux intentions de vote pour les N personnes choisies. Bon alors, que va donc être cet intervalle de confiance de niveau 1 moins alpha pour l'espérance de X1? Alors, première chose qu'on peut faire, c'est utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Alors pour ça, on se place dans un cas où θ, donc qui est le paramètre inconnu, c'est l'espérance. Donc l'espérance est inconnue, mais on suppose que la variance, elle, est connue. Bon. Alors, si on suppose qu'elle est connue, disons, vous êtes avec une loi normale de moyenne théorique petit m, inconnue, petit m sera égal à θ, et de variance 1, pourquoi pas. Vous avez deux objets dont vous savez que ils ont une dispersion qui est contenue, et qui est plutôt de variance 1. Dans ce cas-là, vous pouvez essayer d'estimer θ en utilisant l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Pourquoi? Parce que cette inégalité, alors, on l'a mise dans le cours précédent, elle a été mise sous une forme un tout petit peu différente. Elle nous disait que la probabilité que xn bar moins l'espérance de x1 plus grand ou égal à epsilon, eh bien, ça, c'était plus petit que la variance de x1. Là, ici, je l'adapte à xn bar. C'était la variance de x1 sur n epsilon carré. Mais maintenant, ici, je l'intervertis. C'est-à-dire que je dis que la probabilité que ce soit plus grand ou égal, plus la probabilité, alors ici, j'aurais pu mettre un plus petit strict, ça aurait pu être un peu mieux, plus la probabilité que ce soit plus petit strictement que epsilon, c'est égal à 1. Et grâce à cette formule, finalement, qui est la formule de proba totale, eh bien, vous obtenez que cette fois-ci, pour cette probabilité-là, elle va être plus grande que 1 moins la variance. D'accord? Donc, c'est l'inégalité bien-aimée de Chebyshev un tout petit peu transformée pour passer à un plus petit ou égal plutôt qu'un plus grand ou égal. Enfin, je devrais écrire plutôt un plus petit strict. Bon, alors si vous avez ça, vous avez donc possibilité de choisir epsilon. Eh bien, si je prends epsilon qui vaut variance de x1 sur n sur alpha, epsilon carré vaut ça, donc quand vous prendrez epsilon, vous allez prendre la racine, eh bien, vous en déduisez, le variance de x1 sur n epsilon carré, il se simplifie, il ne me restera plus, tout se simplifie en fait, il n'y a plus de variance de x1, il n'y a plus de n, ce qui me reste juste, c'est au numérateur un alpha. Donc, vous allez obtenir un plus grand ou égal à 1 moins alpha. Or, c'est bien ce qu'on avait dans notre définition précédente. Il y avait un plus grand ou égal à 1 moins alpha.
Donc, d'avoir choisi cet epsilon carré particulier nous permet d'obtenir le 1 moins alpha. Alors, je vous signale juste, hein, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on l'avait donné pour un x quelconque, et on avait donné le cas particulier de la moyenne empirique. Pour la moyenne empirique, l'espérance, ça c'était dans la preuve de la loi des grands nombres, hein, l'espérance, c'est l'espérance de x1, et la variance, c'est la variance de x1 sur n. Hein, c'est pour ça qu'il y a ce sur n qui intervient. Bon, en tout cas, on a, par le choix de cet epsilon carré, on a trouvé un moyen de faire apparaître le 1 moins alpha. Bon, donc ça veut dire, maintenant, si je prends epsilon, qui est la racine de cette variance de x1 sur n alpha, eh bien, xn bar, il est moins l'espérance de x1 était plus petit que cette racine, en valeur absolue, que cette racine. Alors maintenant, si je développe, vous savez que écrire que xn bar, mon espérance de x1 en valeur absolue plus petit qu'epsilon, ça revient à écrire, alors je pourrais mettre epsilon de x1 moins xn bar, hein, ça revient à écrire que espérance de x1 moins xn bar est compris entre moins epsilon et plus epsilon. Hein, ça, c'est ce que nous dit une valeur absolue. Et maintenant, si je remplace epsilon par cette valeur, hein, racine de variance de x1 sur n alpha, bien j'obtiens un intervalle de confiance. Parce que ce qui est à l'intérieur de la proba devient le fait que l'espérance de x1 est comprise entre xn bar moins 1 sur racine de alpha, racine de x1 sur n, et xn bar plus 1 sur racine de alpha. Alors, une nouvelle fois, c'est que vous avez le xn bar plus racine de epsilon d'un côté et xn bar moins racine de epsilon de l'autre. Voilà, donc vous avez un intervalle de confiance de niveau 1 moins alpha à partir de cette inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Alors, sachez que cette inégalité est toujours vraie, à savoir, vous avez un intervalle de confiance pour tout n. Hein, vous pouvez prendre n égale 1, ça sera vrai. Pour n égale 100 aussi. On s'aperçoit aussi que cet intervalle de confiance, plus n est grand, plus il est restreint. C'est-à-dire que son amplitude diminue, puisque vous divisez par racine de n. Donc, si vous prenez n égale 10 000, par exemple, vous allez diviser par 100. Hein, donc, vous allez être de plus en plus resserré autour de xn bar. Ça, c'est de toute manière ce que nous aurait dit la loi faible des grands nombres. On nous dit que l'espérance, elle est proche de xn bar. Hein, donc, forcément, l'intervalle de confiance va se resserrer lorsque n devient de plus en plus grand. Donc, ça, c'est valable pour tout n. Autre manière d'obtenir un intervalle de confiance, presque sous les mêmes hypothèses. Hein. On suppose que l'espérance est inconnue, mais la variance est connue. Donc, je vous dis, bon, ça, on peut trouver quelques cas imaginer des cas où on aurait la variance connue. Mais ce qu'on va supposer en plus, c'est que n est grand. Alors, toujours cette même question sur le n grand. Hein, c'est que n est moins plusieurs dizaines. Hein. On verra dans l'exercice 6, on ne peut pas faire tellement autrement. On prend n égale 11, mais c'est un peu limite. Donc, on peut utiliser ici le théorème de la limite centrale. Le théorème de la limite centrale, alors, il a été rappelé au début de ce cours. Hein, il prend en compte racine de n, xn bar moins l'espérance de x1 sur racine de la variance de x1. Bon, d'accord. Normalement, il n'y a pas de valeur absolue. Mais on sait que sans la valeur absolue, c'est à peu près une loi normale 0,1. Bon, alors finalement, si je dis que c'est à peu près une loi normale 0,1, en fait, une variable qui suit une loi normale 0,1, le fait qu'elle soit, quand on la prend en valeur absolue, eh bien, on peut trouver quelle est la probabilité que, dans quelle zone ça doit être, dans quel intervalle ça doit être en valeur absolue, pour que la probabilité vale à peu près 1 moins alpha. C'est exactement ce qu'on avait fait sur les quantiles. C'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois, en fait. Hein. Une variable normale centrée réduite, eh bien, il faut, en valeur absolue, que ce soit plus petit que le quantile à 1 moins alpha sur 2 d'une loi normale 0,1 pour que la probabilité vale 1 moins alpha. Donc ça, c'était les leçons sur les quantiles. Hein. Par exemple, si vous prenez alpha égale 5%, vous allez prendre le quantile à 97,5% hein, pour dire que votre variable, elle va être comprise entre moins ce quantile, c'est-à-dire moins 1,96 et 1,96. Donc là, en fait, ça reviendra à écrire que la proba qu'une variable centrée réduite, normale centrée réduite, soit comprise entre moins 1,96 et 1,96, c'est à peu près
peu près, parce que 1,96, ce n'est pas la valeur exacte, c'est à peu près 95%, c'est-à-dire 0,95. Alors ici, il y a un double à peu près. Il y a d'abord, bon, alors, la vraie valeur ici qu'on prendrait, c'est le quantile, donc là, ça ne poserait pas de problème, mais c'est plutôt parce que c'est qu'une approximation et c'est valable pour n grand, mais ce n'est pas stricto sensu la bonne loi. On l'a dit. C'est à l'infini que ça tend vers la loi normale 0,1. Quand vous prenez un n fixé, même grand, ce n'est pas exactement la loi normale 0,1. Sauf si vos variables étaient elles-mêmes des lois normales, hein, vos xi étaient des lois normales. Alors là, oui, hein, vous auriez eu exactement une loi normale 0,1 quand vous prenez racine de n xn bar moins l'espérance de x1 sur racine de variance de x1. Bon, donc vous avez obtenu cet intervalle. Et vous pouvez juste le déplier, cet intervalle, finalement, enlever la valeur absolue comme on l'a fait tout à l'heure, hein, dire que, en gros, xn bar moins l'espérance de x1, bon, vous pouvez passer la racine de variance et le racine de n de l'autre côté, hein, plus petit qu'un epsilon à nouveau, hein, eh bien, ça veut dire que l'espérance de x1 est comprise entre xn bar moins epsilon et xn bar plus epsilon. Et c'est exactement ce qu'on utilise, et ça nous donne un intervalle de confiance asymptotique, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir quelque chose valable pour n grand, qui a un peu la même tête que le précédent. Vous voyez qu'il y a le racine, c'est pour ça que je l'ai un peu écrit comme ça le précédent. Hein. J'ai fait apparaître le racine de variance de x1 sur n. Il est présent aussi dans ce nouvel intervalle de confiance. Mais au lieu d'avoir 1 sur racine de alpha, vous avez les quantiles de la loi normale. Alors, il faut savoir que ce deuxième intervalle de confiance est bien plus intéressant. Il est beaucoup plus resserré. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de bien plus précis. Le premier, il est trop lâche, en fait. Hein. Comme c'est une inégalité, c'est valable pour toute loi. Il n'est pas adapté forcément à quelque chose qui, lorsque n devient grand, est à peu près de loi normale. Donc, voilà, il a la vertu d'exister, mais il est beaucoup trop large. Par exemple, prenez alpha égale, allez, on va prendre 1%. Si vous prenez alpha égale 1%, la valeur que vous obtenez avec 1 sur racine de alpha, c'est 1 sur racine de 10 moins 2. Donc, ça fait 10. Donc, le coefficient qui est à multiplier devant la racine, c'est 10. Et si vous prenez le quantile de niveau 1 moins alpha sur 2 lorsque alpha vaut 1%, c'est celui qu'on a donné tout à l'heure, c'est à peu près 2,5. Donc, vous avez un intervalle de confiance qui est vraiment 4 fois plus petit, hein, puisque vous êtes entre moins 2,5 et plus 2,5, alors qu'ici, vous êtes entre moins 10 et plus 10. Bon, c'est le fait que vous ayez quelque chose de plus précis en ayant une loi normale asymptotique. La vertu des intervalles de confiance donnés par les bornes, par l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, c'est que c'est valable quand même si n est petit. Hein, alors que là, ce n'est pas valable si n vaut 3. Par exemple, hein. OK. Bon, alors on va faire un exemple. Prenons une famille de variables indépendantes et identiquement distribuées qui ont pour loi une loi exponentielle de paramètres 1 sur θ. D'habitude, on met lambda. Mais là, c'est juste une histoire de notation. Hein. Vous pouvez dire que lambda égale 1 sur θ. Mais moi, ça va me permettre d'écrire, de retrouver le fait que θ, c'est l'espérance de x1. Donc, si je veux, hein, on sait que quand on a une loi exponentielle, hein, de paramètre lambda, son espérance, c'est 1 sur lambda. Donc ici, l'espérance de x1, c'est θ. Et donc, ça me permet de retomber sur les notations précédentes. On veut trouver un intervalle de confiance pour θ. Alors, a priori, les exemples précédents nous ont dit que θ, pour faire ça, il fallait connaître la variance. Bon, mais si vous calculez la variance, elle vaut θ carré. Donc, normalement, elle est inconnue. Bon, sauf qu'elle dépend quand même de θ. Et en rusant, on va voir qu'on est quand même capable de donner un intervalle de confiance sur θ. Alors, comment va-t-on faire si je reprends l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev? Maintenant, je sais que la variance, c'est θ. Hein, je l'ai présenté tout à l'heure. Vous avez donc que θ moins xn bar, c'est compris entre moins, normalement, c'était moins racine de la variance, mais racine de la variance, ça fait moins θ, et puis plus θ sur racine de n alpha. Donc, je l'ai écrit un petit peu autrement, mais vous avez exactement ça. Bon,
Eh bien, finalement, regardons cette première inégalité. Vous avez moins θ sur racine de n alpha, plus petit ou égal à θ moins xn bar. Bien, je peux passer tout ce qui est en θ du même côté, passer le xn bar de l'autre côté. Donc, j'obtiens que xn bar est plus petit ou égal à θ plus θ sur racine de n alpha. Donc, θ facteur de 1 plus 1 sur racine de n alpha est plus grand ou égal à xn bar. Donc, ça veut dire que θ est plus grand ou égal à xn bar divisé par 1 plus 1 sur racine de n alpha. Et on peut faire pareil avec l'autre côté, avec l'autre borne, sauf que va apparaître un θ moins θ. Hein, et puis de l'autre côté, il y aura xn bar. Donc finalement, si je fais ça des deux côtés, j'obtiens que je peux quand même encadrer θ. Et c'est ce que je veux. Hein, un intervalle de confiance, c'est encadrer θ. Donc j'ai pu l'encadrer avec deux bornes. Alors on s'aperçoit que ce qu'on fait n'est pas... On divise par quelque chose ici avec un plus et là avec un moins. Donc quand on vous divise avec un moins, c'est plus petit. Bon, ici, on suppose quand même que cet intervalle peut être calculé. C'est-à-dire que, ici, bon, cette borne-là ne pose pas de souci, mais la deuxième, on suppose que 1 sur racine de n alpha est plus petite que 1. Sinon, la borne devient complètement foireuse. Mais ça, dès que n est assez grand, c'est vrai. Hein, il faut quand même prendre n assez grand pour que ce soit vrai. Donc, vous avez trouvé un encadrement pour θ, ce qui veut dire qu'ici, l'intervalle de confiance que vous en déduiriez, ce serait xn bar divisé par 1 plus 1 sur racine de n alpha et xn bar divisé par 1 moins racine de 1 sur n alpha. Voilà. Donc, vous avez trouvé comme ça un intervalle de confiance. On peut faire exactement la même chose lorsque n est grand avec l'intervalle de confiance donné, asymptotique donné par le théorème de la limite centrale. Vous avez la proba, si je la réécris, que θ moins xn bar, elle est comprise entre deux trucs qui dépendent de θ aussi. Vous mettez ces deux choses entre deux θ, vous les rassemblez, le xn bar de l'autre côté, exactement la même chose, et vous tombez sur le fait que θ est compris entre xn bar divisé par, voilà, intervient bien sûr le quantile ici, hein, et 1 moins le quantile divisé par racine de n. Bon, donc, nouvel intervalle de confiance, ici pour θ, c'est xn bar divisé par 1 plus le quantile divisé par racine de n, et xn bar divisé par 1 moins le quantile divisé par racine de n. Donc, on a quand même pu se débrouiller, même si finalement, on n'avait pas posé à l'avance que la variance de xc était connue et valait quelque chose. Elle est inconnue, mais elle vaut θ carré, ce qui nous permet quand même de nous en sortir. Et il y a plusieurs cas où on peut quand même s'en sortir, par exemple le Bernoulli. Je ne l'ai pas fait là, mais vous avez un exercice où c'est fait. Hein. Les Bernoulli, on peut s'en sortir. Pourquoi les Bernoulli, on peut s'en sortir? Les Bernoulli, l'espérance, hein, imaginez, je remplace exponentielle de paramètre 1 sur θ par Bernoulli de paramètre θ. À ce moment-là, θ, c'est bien l'espérance. Mais la variance, c'est quoi? C'est θ fois 1 moins θ. Donc, vous avez à nouveau une variance qui n'est pas connue, puisque θ n'est pas connue, mais en fait, qui dépend quand même de θ. Et vous pouvez vous débrouiller à nouveau, soit avec l'inégalité de Dirichlet-Tchév, soit avec le théorème de la limite centrale. On prendra plutôt cette approximation-là, d'ailleurs, hein, lorsque n est grand. Voilà, donc on saura faire. Là, ça fera appel à une équation de... on aura besoin de résoudre une équation d'ordre 2 hein, pour le cas du Bernoulli. C'est un peu moins simple, c'est pour ça que j'ai préféré travailler avec l'exponentielle. Bon, mais il y a quand même des cas, et même en fait c'est le cas général, où vous ne pouvez pas, vous ne connaissez pas à l'avance la variance, ou vous ne pouvez pas non plus écrire la variance à partir de l'espérance. Je viens de vous évoquer deux cas où on pouvait le faire. On pourrait rajouter le cas des lois de Poisson aussi. Hein. La variance s'exprime en fonction de l'espérance. Mais prenez des lois normales, a priori, la variance ne s'exprime pas en fonction de l'espérance. La variance, c'est sigma 2, l'espérance, c'est m, et puis, a priori, on peut prendre n'importe quelle variance sans qu'elle dépende de m. Hein. Donc, il y a deux paramètres pour définir une loi normale. Alors, la plupart des lois, d'ailleurs,
vous avez a priori plein de paramètres pour les définir. Nous, on n'a vu que quelques lois très simples où le paramètre, il n'y a qu'un seul paramètre qui les définit. Voilà. Souvent, en fait, il y en a plus. Bon, alors, dans ce cas-là, on peut quand même s'en sortir. C'est-à-dire qu'on va travailler dans un cas où la variance est inconnue, mais on va l'estimer. Alors, ça nous fait un deuxième théorème de la limite centrale. Alors, ce deuxième théorème de la limite centrale, il prend en compte une estimation de la variance. Et sans surprise, cette estimation de la variance, c'est la variance empirique. Donc, on est en train de se raccrocher au premier chapitre de statistiques descriptives qu'on a traité. On avait calculé des variances empiriques. Eh bien, les voilà à nouveau, mais sous une forme de variables aléatoires, parce que ce 1 sur n, somme des xi moins xn bar, c'est une variable aléatoire. Eh bien, cette variable aléatoire, si je l'indice par n et que je fais tendre n vers l'infini, on peut montrer, alors on ne va pas le faire là, on pourrait presque, ce n'est pas si injouable, on peut montrer que ça tend vers sigma 2, c'est-à-dire ça tend vers la variance. Donc, tout comme, c'est ça qui est quand même assez intéressant, la moyenne empirique, si on est avec des variables IID, quand même, on est limité aux variables IID ici, avec une variance qui existe. Mais tout comme la moyenne empirique tend vers la moyenne théorique qui est l'espérance, eh bien, la variance empirique tend en proba vers la variance théorique. Voilà. Donc, bon, ça, à démontrer, vous pourrez le faire en L3 sans problème. Je vous dis, on pourrait tenter de le faire, mais il y a quand même un peu de travail. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas proposé. Déjà, ce cours est suffisamment technique et peut-être difficile. Bon, alors par contre, le résultat qu'on obtient, il n'est pas très difficile. Le résultat qu'on obtient, il nous dit que normalement, j'avais racine de la variance ici, dans le théorème de la limite centrale. Eh bien, je peux le remplacer par racine de la variance empirique, c'est-à-dire finalement par l'écart type. En gros, je peux remplacer au dénominateur la racine de la variance par l'écart type empirique, calculé sur l'échantillon. Et lorsque n tend vers l'infini, eh bien quand même, j'ai la même loi. Donc ça ne change rien d'utiliser la variance empirique, donc l'écart type empirique, plutôt que la vraie variance dans le théorème de la limite centrale. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que si on reprend exactement les mêmes calculs, on va pouvoir obtenir des théorèmes des intervalles de confiance. Et on avait un intervalle de confiance dans lequel intervenait la variance ou la racine de la variance. Eh bien, je peux le remplacer par l'écart type empirique. Et vous avez une expression générale ici, alors c'est pour n grand, mais vous avez quelque chose qui marche tout le temps. Vous n'avez plus rien d'inconnu ici. Vous pouvez trouver à tout coup un intervalle de confiance de niveau 1 moins alpha pour votre espérance, pour votre θ, si θ c'est l'espérance de x1. Et tout ce qui est dans l'intervalle, ce sont des choses calculées à partir des données où, par exemple, le quantile, ça c'est obtenu par la loi normale 0,1. Donc là, c'est pas inconnu, ça c'est connu. Racine de n, c'est connu. Donc il n'y a plus rien d'inconnu ici, parce que xn bar et sigma n bar, la moyenne empirique et l'écart type empirique, vous les calculez à partir des données. Et vous avez comme ça un moyen d'obtenir des intervalles de confiance que l'on pourra, par exemple, utiliser pour les sondages, mais plus généralement, vous le verrez dans les TD, pour tout cas, vous pouvez toujours utiliser cet intervalle de confiance. Voilà, je vais m'arrêter là et si vous avez quelques questions, elles sont